Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. 27 000 films pour raconter la Bretagne, pour se souvenir et pour transmettre l'histoire de notre région. 27 000 films, c'est le fonds audiovisuel de la Cinémathèque de Bretagne qui fête cette année ses 30 ans. Pour l'occasion, nous recevons Cécile Petit-Vallot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Cinémathèque de Bretagne qui est installée à Brest. Et puis, nous découvrirons ensemble quelques extraits insolites de ce fonds cinématographique breton. Et puis, du théâtre avec le festival Oups qui se tient à Brest jusqu'au 10 février. Julie Eliès, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du festival. Nous ferons le point avec vous sur ce qu'il ne faut pas manquer parmi les spectacles proposés cette année. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mercredi 3 février. Et les agriculteurs qui continuent de se mobiliser. Dans la nuit de mardi à mercredi, au moins 80 tracteurs se sont rassemblés à Landivisio, ont emprunté la voie express pour rejoindre Landerneau, où ils ont déversé du lisier et des détritus devant la MSA, la mutuelle de santé agricole. Un acte visant l'État plus que l'organisme de santé, selon les jeunes agriculteurs. Alors leur objectif, maintenir la pression tant que les députés n'ont pas voté de texte de loi concernant l'étiquetage d'origine des viandes et la compétitivité des exploitations. Ce jeudi, les agriculteurs ont prévu de bloquer des supermarchés Carrefour et Lidl, deux enseignes particulièrement visées pour leur politique de baisse des prix. Si le mot d'ordre et pas de casse, le nettoyage de ces actions va quand même avoir un coût pour les communes. On écoute Patrick Leclerc, le maire de Landerneau, qui s'est exprimé sur le sujet au micro de Camille Pochet. C'est l'équipe municipale, les impôts des Landernéens, qui vont en effet devoir supporter ces dégâts. Bon, qui, je dois l'avouer, sont relativement restreints. Vers 4-5 heures, on a commencé à sécuriser la rue, parce qu'en effet, c'est une rue circulante. Ensuite, donc avec des déviations, des panneaux nécessaires pour éviter que les voitures se retrouvent ici. Ensuite, on a enchaîné par le déblaiement des déchets. Donc là, il y a 6 agents qui sont concernés. On a 3 camions, 2 tractopelles. Quand je vois l'état à cette heure-ci, après la matinée passée, je pense que ça va nous prendre plus qu'une journée. D'autant qu'il y a certains matériaux qui sont à traiter dans des déchetteries particulières. Et une autre fronde qui prend aussi de l'ampleur, la colère des médecins qui grondent depuis quelques mois. Ils dénoncent des tarifs de consultation insuffisants pour assurer le bon fonctionnement des cabinets. À la Nester, dans le Morbihan, les docteurs font désormais payer leurs heures supplémentaires. Les explications de Céline Lestrade pour TB Sud. Ici, on pratique les horaires de la fonction publique. 35 heures par semaine, de 9h à 17h. La consultation vous coûtera 23 €. Au-delà, il faudra y ajouter de 3 à 10 €. C'est le dépassement pour exigence du patient, c'est-à-dire des consultations longues, à motifs multiples ou nécessitant de l'administratif. Il est remboursé par les mutuelles. Ça fait des années que la consultation médicale n'a pas été revalorisée. La lettre clé est à 23 € depuis 2007. En net, il nous reste à peu près 40 € de l'heure, puisqu'on va parler en tarif horaire. Si on veut avoir une structure correcte pour accueillir les gens, un secrétariat pour fonctionner correctement, et une structure qui nous laisse du temps médical, c'est plus viable. Un mouvement tarifaire né dans le Morbihan est bien compris des patients selon les médecins. Ce nouveau tarif de consultation est autorisé par la sécurité sociale et est donc parfaitement légal s'il est appliqué en tenant compte des obligations du patient. Le collectif pour l'organisation et la défense des territoires de santé du Pays de Lorient, le CODS, créé l'été dernier, n'a pas donné de mot d'ordre pour le mouvement, mais le soutient. Il y a des prérequis. Il faut que le médecin ait informé son patient dans la salle d'attente, il faut qu'il y ait un affichage. Ces dépassements pour exigence de la part du patient ne sont pas remboursés par la Sécu, sont tolérés quand elles sont facturées par le médecin. Et une dernière chose, il faut que ces dépassements pour exigence soient effectivement motivés. Si vous venez à 19h30, mais que c'est une douleur thoracique, bien sûr que le médecin va s'occuper d'abord du problème médical. Il ne va pas vous facturer le dépassement pour exigence. Il s'occupe du problème médical et la consultation est justifiée. Le mouvement tarifaire prend de l'ampleur. Parmi les médecins du CODS Pays de Lorient, 30% appliqueraient ou appliqueront ce nouveau tarif. Au niveau national, d'autres cabinets s'y sont mis en attendant les négociations sur la nouvelle convention de santé discutée le 11 février. Si aucun accord correct n'est obtenu, le mouvement pourrait durer.
Et on reste dans le domaine médical avec 7 hôpitaux du Nord Finistère qui resserrent leurs liens. Crozon, Landerneau, Lanmeur, Lesneven, Morlaix, Saint-Renan et Brest ont signé un contrat hospitalier de territoire ce mercredi matin. Parmi les objectifs de cet accord, faciliter l'accès aux soins en milieu rural et rapprocher les différents services. Pour cela, l'Agence régionale de santé débloque 1,6 million d'euros sur 3 ans. Dès cette année, l'hôpital de Crozon va mettre en place un guichet hospitalier. On écoute à ce propos le directeur de l'Agence régionale de santé Bretagne au micro de Camille Pochet. Quand un patient a besoin de venir passer une batterie d'examens et de consultations au CHU, plutôt qu'il y aille plusieurs fois, on sait que c'est à chaque fois un déplacement important pour la vie du patient, ce guichet va grouper les rendez-vous et faire en sorte que le déplacement se fasse en une fois. Le deuxième exemple concret extrêmement fort également, c'est la prise en charge de l'AVC dans la région de Morlaix avec une coopération étroite entre les équipes soignantes de l'hôpital de Morlaix et les équipes du CHU. Et un chantier de 5 ans a démarré depuis peu, le remplacement de tous les compteurs électriques en France. Le nouveau boîtier Linky est en cours d'installation. Ce compteur nouvelle génération est connecté à l'opérateur et au client. Frédéric Lorenzon a suivi la pose du 1000e compteur Linky du Finistère. Depuis le début du mois de décembre, ERDF a entamé la pose de ces nouveaux boîtiers. Aujourd'hui, remplacement du 1000e compteur du département dans un immeuble de Milizac. Bonjour Benjamin. Bonjour. Nous sommes en train d'installer le 1000e compteur communicant Linky, donc qui effectivement fait partie du déploiement au titre de la transition énergétique sur le Finistère. Donc nous avons démarré depuis le 1er décembre 2015. Linky est un compteur communicant. Plus besoin de passage d'agents pour relever les consommations des clients. Le boîtier envoie directement les mesures par le réseau électrique. Un atout important pour réguler la consommation d'énergie. Les index de relevé de facturation se font directement. Certaines interventions peuvent se faire aussi de manière téléopérée. C'est aussi la grande nouveauté avec le numérique, c'est d'avoir effectivement cette technologie qui va être mise à disposition du réseau électrique. Pour communiquer, Linky émet des ondes CPL sur le réseau électrique. Certains collectifs dénoncent la nocivité de ces ondes. Pour l'instant, ERDF n'a pas enregistré de contestation dans le Finistère. Pas de communes qui soient opposées, au contraire, effectivement, je pense une écoute, un sérieux de la part des collectivités locales par rapport à Linky. Il faut un peu démystifier effectivement certaines choses. On est sur un produit qui est fabriqué en France, on peut entendre parler d'autres produits ailleurs à l'étranger. Là, il s'agit effectivement d'un dispositif fiable, une fois de plus, qui a été testé depuis 5 ans. Je rappelle aujourd'hui 300 000 clients qui ont sur le territoire français ce dispositif, et ça se passe bien. Le déploiement des compteurs Linky va se poursuivre jusqu'en 2021. Les applications pour suivre sa consommation électrique en direct seront en place l'année prochaine. Et nous vous en parlions lundi, 11 étoiles au guide Michelin pour le Finistère. Parmi les restaurants étoilés, 4 nouveaux établissements du département y font leur entrée. À Roscoff, le Racam et son chef Arthur Perrand sont distingués 15 mois seulement après l'ouverture. Un début prometteur pour le chef âgé de 27 ans. Frédéric Lorenzon et Lou Lyoté se sont invités dans ses cuisines. À Roscoff, le restaurant Le Racam ne l'a même pas encore affiché. Et pourtant, son chef Arthur Perrand vient tout juste de décrocher une étoile au guide Michelin. Une surprise, 15 mois après l'ouverture du restaurant, une distinction obtenue en équipe. Là, il y a Romain, un des sous-chefs du restaurant, qui est en train de préparer un condiment tahitien avec de l'ail et du gingembre frit. En face, on a Florent qui est responsable de tous les poissons, tous les arrivages poissons qu'on voit, les entrées. C'est le deuxième sous-chef du restaurant, avec qui j'ai tout commencé comme Romain. Ces jeunes cuisiniers se sont rencontrés dans des maisons prestigieuses. Cette solide formation leur permet d'écrire aujourd'hui les premières lignes d'une aventure commune, une histoire amicale aussi. On a cette chance d'avoir vraiment des gens soudés entre eux, c'est ce qui fait notre force. Et ça, tout le monde s'est investi plus que jamais même sans parler d'étoiles, mais pour que ça marche en tout cas. Maîtrise des cuissons lentes, recherche permanente des saveurs. En seulement 15 mois, la brigade a réussi à se faire remarquer par le célèbre guide rouge. On a eu la chance de travailler avec des très grands chefs tous, et forcément ça a un réel impact sur nous.
Donc avec le temps, on apprendra à avoir notre propre style à 100%, mais on voit déjà qu'en un an, ça vient très vite. Une brigade soudée et un outil en or, le restaurant Les Pieds dans l'eau est situé dans le Grand Hôtel de la Mer à Roscoff, racheté en 2014 par les parents d'Arthur. L'étoile, un coup de pouce, mais aussi un coup de pression. Il faut garder la même façon de faire. Nous, avec Florent et Romain, mes deux sous-chefs, on s'est tout de suite dit, bon, bah, si on l'a eu de cette manière-là, on la gardera de la même. Donc, tout en évoluant, bien sûr, constamment, mais il faut se mettre la pression, mais je pense pas non plus trop. Aujourd'hui, l'équipe du Racam continue à piocher dans le vivier et le garde-manger du pays Léonard pour tracer son cap dans l'océan de la gastronomie française. La Cinémathèque de Bretagne fête ses 30 ans cette année, l'occasion de parler de cet étonnant patrimoine breton, et c'est ce qu'on fait tout de suite avec notre invité. Cécile Petit-Vallot, vous êtes donc la directrice de la Cinémathèque de Bretagne, la Cinémathèque qui a été créée en 1986. Alors pourquoi cette volonté à ce moment-là de créer un fonds cinéma en Bretagne? Alors en fait, 1986 est une date de création, mais c'était déjà le fruit d'une longue exploration et d'une longue prise de conscience qu'il y avait un trésor entre les mains des Bretons, puisque la Cinémathèque de Bretagne s'est tout de suite intéressée aux films amateurs, qui constituent un peu plus de la moitié de notre fonds. Et c'est par là que ça a démarré au départ, que André Colleux, qui est le fondateur de la Cinémathèque, a eu cette idée d'explorer ce que les familles avaient dans leur fonds de films 8 mm, Super 8, un peu plus tard, et de se dire que là, il y avait une mémoire filmée de la Bretagne, un patrimoine qu'il fallait préserver, qu'il fallait diffuser, qu'il fallait faire connaître, et que là c'était un pan d'histoire au cœur de la vie des gens. C'est de là qu'est venue cette nécessité de commencer à collecter sur tout le territoire breton et également la Loire-Atlantique, puisque la Cinémathèque couvre les 5 départements de la Bretagne historique. Et puis ça a bien marché, puisque vous disposez donc aujourd'hui, je l'ai répété en début d'émission, mais 27 films à la Cinémathèque. Est-ce qu'ils ne sont faits que par des Bretons, ou est-ce qu'ils ne parlent que de Bretagne? Alors le principe, ce sont des films faits par des Bretons, sur la Bretagne, mais comme les Bretons sont des grands voyageurs, on a également énormément de films de voyage sur les anciennes colonies françaises, sur l'Algérie, on a des films en Inde, on a des films, voilà, on a des films évidemment de mer, de bateaux, de pêche, proche ou lointaine. On va en parler d'ailleurs, des films de pêche, puisque vous en parlez maintenant. Et on a des fonds plus typiques, j'ai envie de dire, par exemple, tout le fonds audiovisuel de l'Institut polaire français de Paul-Émile Victor. Ils sont basés à Plouzané et ils nous ont confié l'intégralité de leur fonds audiovisuel. Donc, alors vous dites confier, je reviens sur ce mot parce qu'on vous confie les films. Les gens restent propriétaires de leurs images. Nous avons 1700 déposants voilà, qui nous ont déposé leurs films. Ils peuvent nous en faire don, on peut nous les donner, mais ils les déposent, ils en restent propriétaires et nous avons la mission de les conserver, de les stocker, de les conserver, de les restaurer, de les inventorier, de faire une documentation de ces films. Donc c'est un énorme travail de documentation pour identifier chaque image et pour après les valoriser soit dans des projections en salle, soit sur notre site internet. Aujourd'hui, il y a 4000 films qui sont en ligne, qui sont disponibles et on va en avoir beaucoup plus dans les années à venir avec les nouvelles technologies et notre nouvelle base de données. Et également, on peut également vendre ces images ou les proposer pour des documentaires, pour des longs métrages de fiction également, puisqu'il y en a un prochainement, Suite armoricaine, qui a utilisé certaines des images de la Cinémathèque. Voilà, donc on a cette mission de collecter, de préserver, de sauvegarder et de valoriser, de faire connaître au public. Alors justement, on va faire connaître au public de TVO un film sur des marins pêcheurs des Terre-Neuve qui partaient pêcher à Terre-Neuve. Voilà. C'est un film qui date de 1934. On y voit des beaux portraits. Un petit mot là-dessus, Cécile. Alors ça, c'est vraiment un film amateur, puisque c'est le père Yvon. C'était un aumônier qui était sur les bateaux, qui emmenait sa caméra et donc qui a fait des portraits absolument magnifiques de ses campagnes de pêche. Voilà, donc là on a choisi vraiment les portraits de ces hommes parce que bon, il y a beaucoup de scènes sur le bateau et ça c'est
ce sont des images qui ont été utilisées dans un ciné-concert, parce que ce sont des choses qu'on peut faire également, de faire accompagner. Voilà, Alors vous parliez des images qui viennent parfois des missions de l'Institut polaire Paul-Émile Victor ou encore de la fameuse océanographe bretonne Anita Conti. Oui. Parce que elle, donc cette grande figure de l'océanographie, a filmé. Et vous avez aujourd'hui des films qu'elle a fait. On va en découvrir voilà, un. Elle est la seule femme à avoir fait les campagnes de Terre-Neuve. Donc là, c'est Racleur d'océan, c'est un de ses films assez connus donc sur les campagnes de Terre-Neuve. Donc elle était à la fois océanographe, mais c'était une cinéaste et elle a fait également des photos absolument magnifiques. Et on a eu la chance de l'avoir à la Cinémathèque pour qu'elle nous commente toutes ces images. Donc on a tout son commentaire sur ces images fait après coup et c'est tout à fait passionnant. Elle en parle vraiment magnifiquement. Alors on va regarder aussi, parce qu'il y a des choses extrêmement variées. Parmi ces 27 000 films, il y a de tout. Il y a des films de vacances, comme vous l'évoquez, de famille, des films professionnels comme ça qui racontent sur les travailleurs. Et puis, il existait aussi, avant la folie des caméscopes numériques, des caméras club, donc où des passionnés se retrouvaient, tournaient, montaient des films amateurs, tout ça en analogique, du coupage, de montage. Et vous avez pu récupérer des petits bijoux. Il y en a un qu'on va voir tout de suite, juste un petit mot, vous allez nous le présenter, ça s'appelle donc Body Story. Ça s'appelle Body Story. Alors pour comprendre un peu surtout les images de fin, donc c'est un monsieur qui a fait beaucoup de films et beaucoup de films expérimentaux, beaucoup avec de l'animation, des découpages, il grattait la pellicule, il était très inventif, très drôle. Et donc ce film-là, il l'a fait parce qu'il s'est cassé il avait le pied dans le plâtre, on voit son pied bandé dans le film et il s'est dit je m'ennuie pendant 6 semaines, qu'est-ce que je pourrais faire pendant 6 semaines? Et il a fait un film. Et regardez ce qu'il a fait, c'est talentueux. Oh, I love cartoons. So I made a film, plate by plate. I gathered lots of magazines. I cut out, stuck and filmed. That makes a funny original film, which I hope will be shown at festivals. The regional festival, the national, and why not the international as well. I'll get plenty of cups and medals. I'll be famous. I'll be on television. No doubt I'll get a big head. But maybe I'm boring you, telling you the story of my life. Anyway, I must say that 6 weeks at home is very short when you love the cinema. So long. Voilà, un avant-gardiste. Donc, ce Michel Baudy en 1974, ce film. Pour les 30 ans de la Cinémathèque, vous avez prévu plein de choses tout au long de l'année, mais ça démarre par une exposition de caméras anciennes comme celle que vous avez juste devant vous, Cécile. Voilà, alors pour l'instant, c'est une exposition virtuelle, 30 ans, 30 appareils. On a voulu, parce qu'une cinémathèque ne collecte pas que des films, on a également une énorme collection d'appareils. Donc ça, c'est la toute première que vous pouvez voir en ligne, donc avec une notice technique, une notice descriptive, le portrait de son propriétaire qui nous l'a confié et un film qu'il a fait avec. Donc ça, c'est une caméra 8 mm qui date de 1940. Et par exemple, ce monsieur qui s'appelle Monsieur Mahé avait filmé toute la construction du pont de Plougastel avec. Et on peut le voir sur le site. Et on peut le voir sur le site. Voilà. Et il y en aura 30 tout au long de l'année, des projecteurs, des appareils de prise de vue. Je vous ai amené celle-là qui est toute petite, mais on a des appareils vraiment énormes. Voilà. Et peut-être pour après en faire une exposition réelle. Autre petit événement petit événement, mais que vous mettez en place depuis le 1er janvier sur votre page Facebook, c'est une éphéméride vidéo. Un petit mot là-dessus. Voilà, en fait c'est dans les fonds de la Cinémathèque, on cherche des films qui correspondent à la date du jour. Donc par exemple le 1er février, le dernier qu'on a mis en ligne, c'est pas quotidien parce que c'est énormément de travail, mais bon, très régulièrement on met en ligne des films, ça s'est passé tel jour. Donc le 1er février, on a mis en ligne bien l'appel de l'abbé Pierre du 1er février 54 et on avait des images de l'abbé Pierre à Rennes quelques jours après cet appel. Voilà, et on a parlé des crues de Nantes en 36. On va parler tout au long de l'année de choses en faisant référence à une date anniversaire. Donc à découvrir sur votre page Facebook. Puis à suivre, de toute façon, tout au long de l'année, il y aura des choses, mais nous, on vous en reparle sur TBO. Et sinon, vous retrouvez toutes les infos sur le site internet de la Cinémathèque, www.cinémathèque-bretagne.fr. Merci beaucoup, Cécile Petit-Vallot. Tout de suite, on passe à l'instant culture.
Et c'est donc du festival Oups dont il s'agit aujourd'hui, un festival de théâtre brestois qui affiche déjà complet sur une bonne partie de sa programmation. Mais il reste des choses à voir à Brest jusqu'au 10 février. Julie Eliès, vous êtes donc la coordinatrice du festival Oups. Pour la 11e année consécutive, le festival met le théâtre à l'honneur. C'est vraiment ça, le festival Oups. Qu'est-ce qui caractérise cette édition 2016, Julie ? Alors, ce qui caractérise cette édition 2016, c'est une présence dans 22 lieux de la ville de Brest, qui est assez important. On est toujours dans une quinzaine de lieux, mais cette année, on est aussi avec la compagnie des réseaux dans des lieux un petit peu atypiques. Donc, on change de formule à certains moments. Et puis, des petits déjeuners. On a toujours l'habitude au Festival Oups de créer des moments de convivialité pour pouvoir échanger avec les festivaliers, que les compagnies qui sont présentes sur le festival puissent échanger aussi avec les spectateurs, que nos bénévoles... Donc là, c'est un spectacle vraiment sur l'heure du petit-déj. Exactement. Alors, le petit déjeuner, alors le titre exact, c'est « Il m'est arrivé quelquefois de croire jusqu'à 6 choses impossibles avant le petit déjeuner ». Donc c'était trop long pour les... C'est emprunté à Lewis Carroll et c'est un petit peu long, mais c'est très joli et assez parlant. Donc c'est une formule qui est proposée par la compagnie des réseaux, qui est très active à Brest et qui fait toujours de belles choses et qui propose à 30 spectateurs tous les matins à partir de vendredi 5 février de s'asseoir à la table du petit déjeuner, et au centre de cette table 2 comédiennes seront présentes et joueront un spectacle de théâtre et serviront le petit déjeuner aux spectateurs. Donc c'est un spectacle donc c'est la compagnie des réseaux qui est venue nous voir pour nous le proposer. On a sauté sur l'occasion parce que c'est une forme un peu atypique qui nous plaît beaucoup et ça rentrait tout à fait dans le cadre. C'est ça le festival Oups, c'est sortir le théâtre du classique habituel en fait, de toucher d'autres sortir genres. Le théâtre des théâtres, ouais, amener le théâtre là où les gens vivent. Et puis proposer des choses un petit peu nouvelles. Donc il y aura plein de choses et puis il y en a pour tous parce que le très jeune public n'est pas épargné, j'ai envie de dire. Il y en a pour dès 1 an. On peut aller voir par exemple Zoui Zozo, mercredi 10 février au centre social de Kérourien. Exactement, on peut aller le voir 2 fois. On a de la chance, on peut aller voir le vendredi 5 au patronage avec du Pilier Rouge et mercredi 10 au centre social de Kérourien. Effectivement, depuis 2 ans, nous organisons en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale les semaines de la petite enfance. Donc il y a 3 quartiers qui sont partenaires de cet événement. Donc ce sont des représentations pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Et puis en marge des représentations, il y a des ateliers pour les professionnels de la petite enfance qui sont organisés et des ateliers parents-enfants également. C'est très, très riche, il y en a vraiment pour tous. Un mot sur l'Ultimate Catch Impro avec la compagnie Impro Infini, parce que ça aussi c'est du théâtre et du théâtre qui sort du théâtre. Exactement, et à nouveau une compagnie locale parce que le Festival Oups a envie de promouvoir les productions locales. Donc c'est la compagnie Impro Infini qui nous proposera un catch d'impro. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu sur Brest et nous, on avait envie de proposer cette forme-là. Ça nous était jamais arrivé. On avait travaillé avec Impro Infini l'année dernière. Ça s'était super bien passé, donc on avait envie de renouveler l'expérience et de créer un événement festif et qui change un petit peu des codes du théâtre habituel. Bon, en tous les cas, on a dit qu'il y a beaucoup de choses étaient complètes, mais il reste des choses, par exemple pour Feu Don Juan, pour le roman de Monsieur Molière, c'est ça Julie, et puis pour Ma famille, mais il faut se dépêcher, donc il faut réserver, on peut réserver. On va sur le site oups-brest.com et puis voilà, on regarde les programmations qui nous donnent envie et on réserve surtout parce qu'il n'y aura plus de place le soir même. Exactement, réservé. Voilà, réservé. Allez, tout de suite on passe au Focus Programme. Et à 20h45 ce jeudi sur TBO, vous avez rendez-vous avec Embrun. Ce mois-ci, votre magazine de voile préféré vous donne entre autres des nouvelles de Franck Camas. Petit extrait. Sous l'œil de Franck Camas, la C45 a revêtu sa nouvelle garde-robe. Pas de répit pour le skipper de Groupama Team France depuis sa sortie de l'hôpital. L'année 2016 va être riche en navigation. L'équipe évoluera à la fois sur le circuit des Louis Vuitton America's Cup World Series, mais aussi sur le circuit des GC32. Et entre les deux, elle s'entraînera à l'école de voile de Quiberon. Cette fois-ci, sous l'œil attentif de jeunes sélectionnés
pour apprendre à voler. Voilà, et comme on a une petite seconde de rab, j'avais envie de vous demander, Cécile, quel est le film le plus vieux de la Cinémathèque de Bretagne? C'est 1910. 1910. Oui. Il y en a plein d'autres depuis. Donc Voilà. il faut aller voir sur le site. Merci beaucoup Julie, merci Cécile. Merci. Nous on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.